Et bonsoir les gens, on se retrouve pour cette seconde partie du top des mangas historiques. Mais avant de commencer, je tiens à vous avertir, les œuvres qui vont suivre sont toutes de très grande qualité. Ce qui fait que cela a été très dur de départager ces œuvres, étant donné qu'elles sont toutes premières dans un domaine spécifique. Et donc tout dépend de ce que vous recherchez. Par exemple, si vous cherchez le manga le plus proche d'une vraie reconstitution historique, il vous faudra vous tourner vers le numéro 5, à savoir Cesare, le Véras. J'ai dit le Véras, pas le Vorace, c'est-à-dire celui qui cherche la vérité, car pour tous ceux qui cherchent une œuvre documentée qui se veut être au plus proche possible du vrai, c'est vers Cesare qu'il faut vous tourner. Car Cesare est une œuvre qui a eu droit à la crème de la supervision, en la personne de Motoaki Hara, un professeur d'université spécialisé dans l'histoire de l'Italie de la Renaissance, et qui en plus d'être la caution historique de ce manga, va aussi aider au scénario. Un scénario qui, quant à lui, a été écrit par Fuyumi Sorio, l'autrice et dessinatrice de ce magnifique manga qu'est Cesare. À travers ce manga, on décèle une très grande maîtrise dans le trait, et rien d'étonnant car en 2006, Fuyumi Sorio était loin d'être à son coup d'essai, ayant déjà plusieurs séries à son actif. Alors de quoi ça parle Cesare ? Eh bien, le récit nous raconte la vie de Cesare de Borgia dans l'Italie de la Renaissance, à travers les yeux d'Angelo da Canossa, un personnage fictif qui s'inspire de Michel-Ange et qui, comme nous, ne connaît rien au monde de l'aristocratie florentine de cette époque. Et ça tombe bien car il va être notre guide. Un guide certes un peu candide, et surtout très gaffeur, mais qui va poser énormément de questions. Et cette construction scénaristique est à la fois simple, mais aussi diablement efficace, car permettant à nos lecteurs de répondre à toutes nos questions tout au long du récit, tout en nous apportant énormément d'informations historiques, mais surtout permettant d'avoir un récit fluide et agréable. Donc pour tous les amoureux de géopolitique, d'histoire et de travail documenté et consciencieux proche d'un travail d'académicien, foncez sur ce chef-d'œuvre qu'est Cesare. C'est vraiment une petite pépite. D'ailleurs, en parlant de pépite, parlons d'or avec le numéro 4 de ce top, j'ai nommé Golden Kamuy, le précoce. Ex-aequo avec Kingdom, le savoureux. Alors je sais encore une fois que je vais me faire défoncer dans les commentaires et dans les pouces pour avoir mis un manga apprécié des fans aussi bas entre guillemets. C'est un manque de respect total. Mais je tiens à préciser que je juge ces deux œuvres par rapport à ce que j'ai lu, à savoir 9 tomes pour Golden Kamuy et 18 tomes pour Kingdom. Mais sachez déjà que petit à petit la balance penche fortement en faveur de Kingdom, et je vais vous expliquer pourquoi. Les deux œuvres sont faites par des auteurs qui débutent, et autant pour Kingdom ça se voit dans les premiers tomes, en effet on a un style parfois balbutiant, une mise en scène efficace mais simpliste, et surtout un scénario qui est plutôt simple et plus voulu comme une mise en place qu'une vraie idée originale. Autant pour Golden Kamuy, on est sur un niveau de maîtrise vraiment très impressionnant pour des premiers tomes. Le style graphique est superbe malgré quelques approximations, la mise en scène est à la fois très rythmée et sachant gérer les transitions de rythme, en passant facilement de l'humour à l'horreur en moins de quelques cases. Et en plus de ça, on a le droit à un scénario intriguant et entraînant. Alors il faut que vous sachiez qu'en général je laisse au moins 3 voire même 5 tomes à un manga avant de commencer à le juger. Mais là, arrivé à un tel niveau d'aboutissement dans les premiers tomes, je ne peux que dire chapeau à monsieur Satoru Noda. Même si plus on avance, plus on se rend compte que Golden Kamuy a un défaut qui est majeur, c'est son histoire. Golden Kamuy nous raconte l'aventure de Saishi Sugimoto, qui, après son retour de la guerre, s'est reconverti en chercheur d'or, sans grande réussite. Mais par chance, on lui révèle l'existence d'un trésor, l'or dérobé de la tribu Ainu. On dit aussi à Sugimoto que la carte qui mène à ce trésor est tatouée sur la peau de 24 prisonniers qui sont éparpillés dans la région où ils se trouvent. Il va donc s'efforcer de les retrouver pour pouvoir mettre la main sur le trésor, avec l'aide d'une jeune Ainu du nom de Asirpa qui va l'accompagner tout au long du récit. Alors petite parenthèse, les Ainu sont une civilisation du nord du Japon que le manga met au centre grâce au personnage de Asirpa. C'est d'ailleurs cette grande documentation et cette envie de nous faire connaître cette culture et le mode de vie d'une tribu qui a aujourd'hui pratiquement disparu qui fait de Golden Kamuy un manga que je considère comme historique, même si il a plus souvent les allures d'un documentaire RMC Découverte que d'un numéro d'Historia. Bon, fin de la parenthèse. Alors pourquoi cette histoire est un problème ? En soi, elle ne l'est pas vraiment, mais c'est ce qu'elle pourrait devenir qui me fait peur. En effet, on suit des personnages déjà très aboutis qui ont certes chacun des traumatismes à exorciser, mais qui n'ont pas vraiment besoin d'évoluer et qui en plus de
de ça se lance dans une chasse au trésor. Et une chasse au trésor, ça ne doit pas trop s'éterniser, sous peine de devenir ennuyeux. Ce qui fait que pour Golden Kamuy, j'ai une vraie crainte que l'auteur ne sache pas s'arrêter à temps, tout comme l'ont fait beaucoup d'auteurs. Au contraire de Kingdom, un manga qui prend place pendant la période des royaumes combattants, période du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui voit s'affronter différents états pour l'unification de la Chine. C'est dans ce contexte qu'on va suivre principalement Shin, un jeune héros fougueux qui souhaite devenir grand général, le plus haut grade de l'armée chinoise. Un rêve qui peut aisément se comprendre quand on voit à quel point Yasuhisa Hara, l'auteur du manga, fait de ses généraux des surhommes. Vous l'aurez donc compris, Kingdom est un manga qui se veut en partie historique. Mais on comprend très vite que cet apparat historique n'est qu'un décor pour en réalité nous raconter le voyage initiatique de différents personnages. Un type de récit qui gagne en profondeur en même temps qu'il gagne en longueur, pour peu que ce soit évidemment bien fait. Et pour l'instant, c'est le cas dans Kingdom. Malgré un début assez simple, on voit très vite que Kingdom est un manga qui en a sous le pied. Et surtout, on remarque que Yasuhisa Hara sait gérer son intrigue en prenant son temps, ce qui le rend de plus en plus intéressant à mesure qu'on avance. Et ce qui fait surtout que je considère Kingdom comme un manga qui se doit d'être savouré tranquillement. Pour résumer, Golden Kamuy est incontestablement le manga qui m'a fait la plus forte première impression. Et s'il fallait juger sur une première impression, il serait devant tout le monde sans hésitation. Mais plus j'avance avec Golden Kamuy et plus j'ai des craintes sur son devenir. Alors que pour Kingdom, plus j'avance et plus j'ai de grands espoirs sur ce qu'il peut devenir. Si bien que pour moi Kingdom est le manga qui a le plus de potentiel de ce top. Ce qui fait que pour l'instant, je mets ces deux mangas 4e ex aequo. Mais qui sait, peut-être que plus tard, ils seront bien plus hauts ou bien plus bas. Même s'il faut bien se rendre compte que 4e, c'est quand même fantastique pour des auteurs qui n'en sont qu'à leur premier ouvrage. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, on n'aura au-dessus que des auteurs confirmés. Comme par exemple en 3e où on le retrouve Vinland Saga, l'humaniste. On a là un manga écrit par Makoto Yukimura, un auteur qui avait quelques années plus tôt déjà bien fait ses preuves sur un manga d'anticipation du nom de Planète, où l'on suivait un équipage d'éboueurs de l'espace. Dans Planète, le décor spatial, bien que très documenté, avait surtout pour but la mise en relief de problématiques humaines face à l'immensité de l'univers. Et pour ce faire, l'auteur nous présentait des personnages savamment travaillés, en plein doute existentiel. Et c'est justement ce genre de personnages et de questionnements, à moindre échelle, que l'on retrouve dans Vinland Saga, un manga où l'on suit Thorfinn, un jeune adolescent mercenaire islandais, qui est animé par un unique but, sa vengeance. En tout cas dans son premier arc, qui fait environ 8 tomes. Car oui, Vinland est une œuvre qui se veut découpée en arcs narratifs, symbolisant chacun les évolutions de Thorfinn. Et c'est d'ailleurs ça la grande force du manga, le développement des personnages. En effet, chaque personnage ressemble dans un premier temps à un archétype bien défini. Mais très vite, on se rend compte qu'ils sont bien plus profonds qu'il n'y paraît, et surtout qu'ils sont foncièrement humains, de par leur comportement et leurs choix, tantôt logiques et rationnels, tantôt émotifs et irrationnels. Ce qui fait de Vinland Saga facilement le numéro 1 en termes de développement de personnages de ce top, car n'ayant pas peur de frustrer ou choquer le spectateur par des choix plutôt inhabituels pour le genre, mais foncièrement logiques d'un point de vue humain. Enfin, au niveau historique, comme Golden Kamuy ou surtout Bright Story, on est sur une aventure avec des personnages fictifs essayant de retranscrire au mieux les conditions de vie dans le nord de l'Europe vers le début du XIe siècle. Le but étant de mieux comprendre une culture et un mode de vie à une époque donnée plutôt que de nous raconter la vie de personnages ou d'événements réels. A l'inverse du numéro 2 de ce top, j'ai nommé Innocent le Sublime. Un manga où l'on suit des personnages qui ont réellement existé dans une époque réelle, mais complètement travestis par le message que veut faire passer Shinji Sakamoto. Attention, avis aux puristes et pointilleux de l'histoire, vous entrez dans une zone de non-retour, une zone où toutes les traditions historiques sont permises, du moment qu'elles servent le propos et le message très contemporain de son auteur. Voilà, maintenant que ce disclaimer est passé, et avant de vous résumer l'histoire, il me faut vous avouer quelque chose. Je suis un grand fan de Shinji Sakamoto. Comme je l'avais dit dans ma critique d'Ascension, je trouve que c'est un auteur qui s'efforce de sublimer son médium de par son découpage, son jeu de lumière, mais surtout sa narration qui se veut de plus en plus silencieuse et imagère, semblable à des tableaux. Une narration d'autant plus logique dans une œuvre comme Innocent où on aborde l'époque moderne française.
Par contre, s'il est en haut de ce classement, c'est uniquement par choix de cœur. Intrinsèquement, bien que l'œuvre soit très maîtrisée et possède un trait absolument fabuleux, en tout cas à mon sens, Innocent est une œuvre qui n'a rien de plus que ses prédécesseurs. Et s'il est si haut, c'est simplement parce que c'est mon chouchou. Maintenant que tout cela est dit, qu'est-ce que ça raconte Innocent? Alors c'est l'histoire de Charles-Henri Sanson, fils aîné de la famille Sanson, une famille d'exécuteurs dans laquelle il ne trouve pas sa place. Mais ne vous inquiétez pas, son père va très vite l'aider à comprendre qu'il sera lui aussi exécuteur, à grands coups de sévices corporels. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais bien que le dessin soit sublime, il va falloir s'accrocher si vous voulez arriver au bout d'Innocent, car les décapitations, les tortures et autres joyeusetés sont omniprésentes dans Innocent. Mais ne vous y trompez pas, tout cela a bien un sens. Chaque épreuve que traverseront les personnages ne sont pas là simplement pour vous choquer, mais ont bien une signification plus ou moins explicite qu'il vous faudra décrypter. Donc si vous avez le cœur bien accroché et que vous souhaitez suivre une histoire se passant dans la France du XVIIIe siècle, très romancée mais magnifiquement dessinée, qui à l'aide de clins d'œil historiques fait passer énormément de messages plus ou moins contemporains, tentez l'expérience Innocent. Une œuvre réalisée par un maître dans le domaine du manga, et il en va de même pour le numéro 1 de ce top, j'ai nommé Vagabond, le légendaire. Et oui, qui d'autre que cet habitué des tops qui est le maître Takehiko Inoue pour cette première place. Pour ceux qui se rappellent, Inoue faisait déjà partie de mon top manga de sport avec Slam Dunk. Et aujourd'hui, c'est en qualité de grand gagnant qu'il revient avec Vagabond. Et ce pour une simple raison, son manga possède toutes les qualités des œuvres précédemment citées. Premièrement, on retrouve des dessins aussi magnifiques que ceux de Bright Stories, démontrant une vraie maîtrise du pinceau. Mais cette maîtrise et ce choix de technique n'ont pas simplement pour but d'être jolis. Ils ont aussi un sens qui est en totale adéquation avec le message et la narration que veut porter Inoue, ce qui fait de Vagabond un manga qui, comme Innocent, sublime son propos par son format. Et en parlant de message, bien que ce ne soit pas forcément clair au début du récit, attention, je ne dis pas que les premiers tomes de Vagabond sont peu clairs, au contraire, en termes de maîtrise, ils sont au niveau des premiers tomes de Golden Kamuy. Mais Vagabond étant une œuvre complète, son message ne vous apparaîtra pas clair après seulement 2 tomes. On ne comprend que petit à petit que la voix du sabre est en réalité un prétexte pour aborder énormément de sujets et thématiques, car ce qui s'avère important sur cette voie, ce n'est pas son aboutissement, mais les enseignements et surtout la maturité qu'on acquiert au fil du chemin. Ce récit est donc un voyage initiatique qui est riche en enseignements, un peu à la manière d'un Bouddha ou d'un lama blanc, mais qui reste toujours fluide et plaisant à suivre, un peu comme le voyage de Shin dans Kingdom. D'ailleurs, en parlant de Kingdom, dans Vagabond comme Kingdom, on ne suit pas qu'un personnage, car tous les enseignements de la vie ne peuvent pas passer par un seul personnage. Takehiko Inoue va donc, à la manière de Makoto Yukimura dans Vinland Saga, développer d'autres personnages ayant aussi des questionnements existentiels et des comportements foncièrement humains. Comme par exemple Matahashi, qui en tant que personnage normal mis en face du génie qu'est Musashi, va vite se retrouver tiraillé entre différents sentiments. D'un côté sa haine d'un homme qui a tout pour réussir, et de l'autre son admiration pour son travail et sa persévérance dans la voie du samouraï. Avec tous ces éléments-là, Vagabond semble être un véritable chef-d'œuvre, et c'est le cas. Mais je vous ai menti, bien que Vagabond a énormément de qualités, il ne peut pas combiner toutes les qualités des œuvres de ce top, notamment d'un point de vue historique. Bien que Vagabond retranscrive le plus authentiquement possible une époque, à l'instar d'un Murena, et qu'il parle d'un personnage historique qu'est Miyamoto Musashi, il n'empêche que le manga se base surtout sur le roman Musashi de Eiji Yoshikawa, et va librement adapter les événements du roman afin de coller le plus possible à son message. Car le but d'Inoue n'est pas d'être le plus fidèle possible à l'histoire avec un grand H à la manière d'un Césarée, mais plutôt de faire passer son message, quitte à justement trahir cette histoire, comme le fait Historier. Mais peut-on vraiment tenir rigueur à une œuvre qui a autant de qualité d'avoir fait le choix de travestir l'histoire au profit d'une réflexion philosophique et universelle? Au vu de mon classement, je crois que vous connaissez déjà ma réponse. Mais si vous cherchez votre réponse, lisez Vagabond.